Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Cathy Wirtz. Bonjour Cathy. Bonjour Daniel. Et bonjour à tous. Et Cathy, donc tu es thérapeute énergétique, pratiquante en thérapie énergétique, ce serait plutôt le mot... Oui, je préfère, praticienne c'est mieux. Ouais, praticienne, praticienne ou pratiquante? Praticienne. Praticienne. Praticienne, accompagnante en énergétique. Accompagnante, ok. Alors, qu'est-ce que tu entends? Parce que énergétique, c'est vague, c'est vaste, très vaste. Il y a beaucoup de connotations, du positif, du moins positif. Et surtout, c'est non visible, non visuel. Donc toi, qu'est-ce que tu entends par des pratiques ou ton approche dans l'énergétique? Alors, mon approche dans l'énergétique, c'est de contacter évidemment ce que tu viens de dire, le côté invisible, le côté subtil, mais c'est surtout de prendre l'être humain de façon holistique, dans son intégralité. C'est-à-dire que je vais travailler aussi bien sur le plan émotionnel, physique, spirituel de la personne. Voilà, je ne vais pas juste cibler un plan, je vais cibler l'individu dans sa totalité. Donc effectivement, pour réussir à cibler un individu dans sa totalité, il faut travailler aussi sur toute la partie qu'on ne voit pas, forcément. Et c'est pour moi, c'est là que rentre la notion du travail énergétique. Voilà, c'est travailler sur cette partie subtile de l'humain qu'on ne voit pas. Ce que l'on va définir comme les corps subtils, les plans subtils, c'est ça? Oui, les corps subtils, les plans subtils, exactement, tout à fait. Donc comment toi tu l'identifies et quelles sont tes approches là-dedans? Alors, déjà comment je l'identifie, c'est une bonne question. C'est pas facile, effectivement. Déjà c'est un énorme ressenti, effectivement. Je travaille beaucoup avec mon intuition. Disons que dès que la personne rentre ici, je vais déjà avoir un premier ressenti sur sa présence, sur ce qu'elle amène avec elle. Et ensuite, donc, comment je procède? On va échanger. Donc, une fois le premier temps de ressenti, il va y avoir un second temps d'échange verbal. Donc là, le ressenti va continuer, mais de façon verbale, et l'énergétique va toujours être là. Parce que ça va amplifier, le verbal, si tu veux, va amplifier les ressentis que je peux avoir énergétiques de la personne. Donc je vais travailler ensuite sur le verbal, sur l'énergétique. Alors après, je ne sais pas si je dois en parler là maintenant, comment je fais. Je ne sais pas comment tu veux amener tu déroules. Voilà, comment je travaille, c'est pas compliqué du tout. Je pense qu'on est beaucoup à faire comme ça. Donc comme je te disais, je reçois la personne, j'échange. On voit ensemble ce dont il s'agit. Et ensuite, en fonction de ce qui est dit, et en fonction donc de ce ressenti que j'ai eu depuis le début, je vais lui proposer des outils pour pouvoir réfléchir sur sa problématique. Le tout étant qu'elle soit autonome après, une fois qu'elle sera sortie d'ici, qu'elle puisse être autonome et qu'elle puisse avoir compris quand même pas mal de choses sur son propre fonctionnement et sur ce qui est à corriger. Donc quand on parle de problématique, aujourd'hui sur quelle problématique tu vas t'orienter dans les accompagnements? Alors, je vais dire tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est blocage. Donc sur le corps émotionnel. Sur le corps émotionnel, sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui entraîne des blocages, mais qui entraîne aussi, parce qu'on le sait très bien aussi, c'est que l'émotionnel quand même agit aussi sur le physique, donc forcément il va y avoir aussi des blocages physiques. Donc en fait, le point de départ, ça va être l'émotionnel, et s'il y a des répercussions sur le physique, on va aussi travailler sur le physique en travaillant sur l'émotionnel, puisque tout est lié, tout est interdépendant. Tu pratiques pour toi-même à côté le tai chi. Oui. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'apporte à une base énergétique complémentaire pour justement accompagner au mieux les personnes? Oui, alors le tai chi, ça doit faire 18 ans que j'en fais, oui c'est ça, 18-19 ans que je pratique le tai chi. Dans le tai chi, on retrouve tous les principes en fait spirituels, tous les principes de la vie. À commencer par le plus important qui est l'ancrage. Si on n'a pas de bon ancrage, on le sait bien, on est tous on part live. On est en live et on va à l'encontre de ce qui en fait est demandé à l'être humain. C'est quoi qui nous est demandé? C'est en fait d'être ici aligné dans notre verticalité et de faire le lien entre le ciel et la terre. Donc ça c'est vraiment le principe du tai chi, tout simplement. C'est que par le corps, donc par le corps et par l'énergie qui traverse ton corps, tu vas pouvoir t'ancrer correctement ici et maintenant,
Et à partir de là, mettre en action, mettre en pratique tes actions en fait. Tes pensées, tes actions, tes actes, voilà. Donc c'est vrai, c'est très puissant le tai chi par rapport à ça, il y a beaucoup de principes. Le principe aussi de... Je sais pas si je peux. Le principe aussi du lâcher prise, c'est très important dans le tai chi. C'est-à-dire que quand tu... Alors, si on met ça d'un point de vue martial, quand tu te fais attaquer, le réflexe que tu vas avoir, c'est de répondre en fait. Tu vas essayer de répondre, tu vas essayer... Action-réaction. Action-réaction, voilà. Or, si on est dans l'action et dans la réaction, on n'est pas dans son alignement. Ouais, on est bien d'accord. Parce que la réaction, c'est quelque chose qui intervient en fonction de l'émotion du moment. Donc l'émotion du moment, ça va être la peur. J'ai peur, je vais réagir. Mais ce n'est pas forcément la bonne action à avoir sur le moment. Donc le tai chi va t'apprendre, si tu te fais, voilà, j'imagine un coup de poing, au lieu de contrer ce coup de pied, de te braquer, d'être en force, tu vas laisser passer le coup de poing et ensuite tu vas agir derrière de façon à mettre à plat, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais à te débarrasser de l'attaquant, de l'assaillant. C'est ça, ce que tu soulèves est important. C'est vraiment garder cet alignement. Donc ça. La pratique du tai chi t'apporte cet alignement le plus omniprésent dans ton quotidien. Encore une fois, personne n'est équanime et personne n'est un calme plat. Ça n'existe pas. Plat. Et heureusement que ça n'existe pas, parce que ça serait se poser la question pourquoi est-ce que l'on s'incarne si au final c'est pour rester dans un état stationnaire de réflexion. Exactement, mais après, ça peut exister si tu es ce qu'on appelle réalisé en fait quelque part. Si tu as atteint le surmoi. Mais là, qui l'a atteint ici, il y a très peu de personnes. Il y en a, il y a Bouddha, il y a pas mal de personnes qui l'ont. Et encore, il reste encore controversé. Il reste encore des choses... tout à fait, rien n'est parfait de toute façon. Et cette perfection, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose que l'on souhaite essayer d'atteindre? Mais là, c'est plus théologique que le sujet qui nous amène ici, qui est tes pratiques, qui sont tes pratiques, et ta manière aussi, toi, d'approcher cette volonté d'alignement, parce qu'on est là, c'est cette volonté qui va permettre, c'est dans la conscience de le concrétiser, parce que si on n'a pas la volonté, finalement, tu pourras faire, voilà, tout à fait, tu pourras faire tout ce que tu veux, si tu n'as pas cette volonté, en tout cas si tu n'as pas pris la conscience que c'est dans l'alignement que tu pourras avancer et progresser, puisque c'est quand même le but, ben non, tu ne pourras pas y arriver. Donc c'est vrai que moi, l'accompagnement que je fais auprès des personnes, c'est ça, c'est essayer de leur montrer, en tout cas du mieux que je peux, cette conception de l'alignement, d'être dans sa verticalité. Et qu'à partir de là, on peut mettre en place plein de choses. Alors bien sûr, ça ne va pas éviter d'avoir des accidents de vie, parce que c'est la vie, elle est comme ça, hein, elle est faite de bien, de moins bien, si on peut qualifier ça de bien, de pas bien. Elle est faite d'expérience, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Et dans certaines de nos expériences que l'on peut vivre, effectivement, tout n'est pas comme on voudrait que ce soit. Mais si on est aligné dans sa verticalité, on appréhendera les choses de façon beaucoup plus positive, on va dire ça comme ça. Ça sera beaucoup plus facile, en tout cas. Ce qu'on recherche tous dans le regard sur le bien-être, c'est aller bien sur un moment déterminé. Et l'objectif d'un accompagnement, c'est de stabiliser le plus possible cet état, et non plus ce ressenti infime sur une parcelle de vie. C'est de prolonger le plus possible et d'autonomiser cet état. Exactement. Et surtout cette notion de bien-être, parce que encore une fois, moi je vais te poser la question, ça veut dire quoi le bien-être pour toi? Ça veut dire quoi le bien-être? Alors, pour moi, on va rester sur ça. Le bien-être, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire en fait. C'est arriver à être... alors, c'est pas linéaire dans le sens négatif du terme, mais c'est arriver à ne pas se laisser, si je peux dire ça comme ça, bouffer par ses émotions. Tu peux tout dire. On n'est pas monétisé, on peut tout dire. Tant mieux. Alors, on peut tout dire, ça reste encore plus simple. Donc c'est ça, c'est dans l'idée de pouvoir affronter, si on peut dire ça comme ça, certains événements de vie sans être complètement au sol en fait, sans être complètement anéanti, de pouvoir trouver ses ressources intérieures, ses capacités intérieures pour agir et non pas réagir à ce qui se passe, à ce qui arrive vers nous en fait. Et c'est ça l'important, et c'est ce que je fais dans mon travail, c'est ça, j'insiste beaucoup
pour montrer aux personnes, parce qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts, si on peut encore dire que ce sont des défauts. On en a tous en soi quelque chose qui va nous permettre d'avancer, sur lesquels on peut s'appuyer, en tout cas des piliers, on les a à l'intérieur de nous. C'est pas la peine d'aller les chercher à l'extérieur, ils sont là. Donc mon point, ce que je cherche à faire en tout cas en particulier, c'est ça. C'est permettre aux gens de trouver sur quoi ils peuvent s'appuyer pour vivre en fait, tout simplement. Pour vivre le mieux possible. Le mieux possible, voilà. Pour répondre à ta question du bien-être, c'est ça en fait. Parce que pour vivre, on va dire qu'on est tous normalement équipés, plus ou moins bien, en fonction de... Voilà, on peut avoir des handicaps, on peut avoir des difficultés de vie. C'est rappeler vraiment que le mieux vivre est important aussi. Le mieux vivre, c'est aussi prendre conscience de ce que je ne veux plus. Exactement. Il y a ça aussi. Ça. Ce que je ne veux plus, mais aussi, il y a aussi l'idée derrière quand même que c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas et que tout tourne de travers que c'est mauvais en fait. C'est ça aussi, il y a cette idée-là de comprendre que tout est ok. Si tu vis ça aujourd'hui à un instant T, c'est que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour après avancer, prendre conscience de plein de choses. Donc tout est ok, c'est pas parce que il y a une journée où on a envie de rien faire qu'il faut se culpabiliser. Ça c'est hyper important parce que la culpabilité c'est très négatif en fait sur les gens. Donc l'idée c'est aussi d'accepter qui on est c'est ça, dans son entièreté en fait. C'est ça aussi le travail holistique sur soi, c'est ça aussi, c'est accepter tous les côtés qu'on pourrait dire sombres, la lumière, enfin voilà, si on fait encore des partages, si on sépare, si on continue à mettre des choses dans des cases, c'est ça en fait. Mais l'idée c'est qu'on est tout ça. On est tout ça, on n'est pas que de la lumière, on est aussi tout ce côté qu'on n'aime pas chez nous, on est aussi ce côté où aujourd'hui on a envie de rien faire, on a la flemme, on est aussi tout ça, et ça il faut l'accepter en fait. Il faut apprendre à s'accepter dans son entièreté. Et accepter aussi les traumatismes de vie, tout à fait. Parce que nous n'avons pour la plupart pas forcément l'histoire de vie que nous aurions souhaité. Certains ont des parcours plus chaotiques que d'autres. Tout à fait. Et c'est aussi pouvoir arriver à franchir, c'est difficile, difficile, ça demande également d'être accompagné quand on identifie les traumatismes qui font les limitations dans les démarches. C'est aussi arriver à dépasser ces étapes-là de vie chaotique. Ce n'est pas parce qu'on a énormément souffert de par le passé que l'on doit continuer à porter comme un fardeau ce poids. Et dans ton approche, tu permets aussi aux personnes de prendre conscience du transgénérationnel, des valises que l'on porte, mais en même temps, tout ce transgénérationnel, toutes ces valises que l'on porte, ça fait qui nous sommes aujourd'hui. Et j'ai envie de dire là, et c'est très important, c'est que plus on est en souffrance, plus on a souffert, et plus on est capable de supporter cette souffrance. Alors c'est vrai que c'est difficile d'entendre ça, mais si une personne souffre beaucoup dans sa vie, c'est qu'elle a toutes les capacités pour supporter cette souffrance. Ça déjà, c'est quelque part c'est libérateur, et en même temps on se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit là. Et c'est pourtant de ça dont il s'agit, c'est que l'univers ne va pas nous donner des choses qu'on ne peut pas supporter en fait, ça ne fait pas partie des principes universels. La pire des choses qui puisse arriver, c'est qu'on est en capacité de la supporter. L'idée, c'est d'aller travailler, donc pour en revenir à ce que tu disais, dans ce transgénérationnel aussi de façon énergétique, puisqu'on le sait tous maintenant par l'épigénétique, et les scientifiques l'ont reconnu, c'est que tout se transmet dans les cellules. L'information donc énergétique est dans les cellules. Et donc dans toutes ces... les chiens vont pas nous embêter là. Les chiens vont aboyer, mais ils font partie du contexte. C'est ça. On est bien entouré. Une petite maison en bois au milieu des vignes. Exactement. Donc les chiens font partie du contexte. Ici, on peut pas les enlever. On présente nos excuses d'avance si les chiens vous importunent, mais on ne peut pas leur demander de se taire. Ouais, exactement, merci. Donc je reprends. Donc cette épigénétique nous dit que dans notre ADN, donc dans nos cellules, il y a effectivement toute cette information du transgénérationnel, donc de nos parents, des générations précédentes. Et effectivement, la bonne...
Ah, j'ai perdu mes mots. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, rien n'est rédhibitoire. On peut vivre avec ça et s'en défaire, en fait. On peut décoder nos cellules et les rencoder, les reprogrammer d'une autre façon. Justement, de façon à pouvoir se libérer de tout ce passé traumatique qui ne sont pas forcément les nôtres, en fait, mais qui se donnent de génération en génération. Et ça, c'est important. Alors par rapport à ça, si je peux continuer sur ça, donc effectivement je travaille en soins énergétiques, mais je travaille aussi en EFT, donc en libération émotionnelle voilà, des cellules, et pour tout ce qui est le transgénérationnel, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Toutes les pratiques cognitives, mais également les pratiques d'EFT. C'est ça. Des pratiques sensorielles, on pense aussi à l'EMDR qui est très pratiqué depuis quelques années. On va revenir à toi aussi, à ta manière d'aborder ce sujet de bien-être, de mieux-être. Parce que comme tout praticien, tu l'abordes, quelles que soient tes pratiques, tu l'abordes avec la personne que tu es, avec ce que tu vas avoir développé au cours de toutes ces années de pratique aussi, comme on a vu avec le tai chi, qui t'a appris beaucoup de choses. Et c'est revenir aussi à cette notion de libération des émotions. Faut garder à l'esprit que nous sommes dans un pays riche, que l'approche du bien-être, elle est très spécifique à nos zones occidentales aussi, que nous, occidentaux, ce que l'on considère comme une problématique dans d'autres cultures, ils vont les traverser, les expérimenter, vivre différemment. Qu'une personne victime d'un lourd traumatisme a une réelle nécessité d'être accompagnée par des professionnels de la santé et des accompagnants de référence. Ça, c'est important aussi. Que bien sûr, ces accompagnements s'adressent à tout le monde, mais qu'il est important aussi aux praticiens de faire attention et de mettre un cadre et des limites aussi. Hein. Bien sûr, oui. Il y a des personnes, effectivement, comme tu dis, qui ont des pathologies psychiatriques qui ne peuvent pas être suivies. Enfin, moi, personnellement, je ne prends pas de personnes qui ont des pathologies psychiatriques parce que je ne suis pas formée à la psychiatrie. Et puis, ce sont des pathologies qui peuvent être dangereuses aussi. Donc, effectivement, qu'est-ce que le bien-être, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est être en capacité, comme tu disais tout à l'heure aussi, de faire preuve de discernement et de se dire qu'à un moment donné de son parcours, il y a des choses qui nous permettent de ne plus avancer, on ne peut pas avancer, et on se dit, donc là, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est le blackout, je ne peux rien faire. Donc effectivement, en tant qu'accompagnant, moi je reste vigilante aux personnes qui se présentent à moi, oui, parce qu'il faut faire attention aussi à ses limites, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. De par mes pratiques antérieures, j'ai rencontré des publics très difficiles, puisque j'ai travaillé avec des personnes victimes de violences, des femmes victimes de violences physiques, émotionnelles, sexuelles, etc. Donc cette activité m'a permis aussi de trouver je veux dire ça, mon public, mais c'est pas mon public, mais mon terrain privilégié, le terrain vers lequel je peux intervenir avec beaucoup plus de facilité en tout cas. Oui, ça t'a permis d'acquérir une connaissance du public pour justement avoir cette interaction la plus cohérente. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Après, moi j'ai envie de rajouter aussi, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, le mieux-être c'est un grand mot. C'est pas parce qu'on va travailler sur soi qu'on va être en permanence dans le bonheur. Moi personnellement, je suis pas tous les jours dans le bonheur, d'accord? C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se cultive, mais à un moment donné, on est humain. Donc il faut aussi accepter cette part d'humanité qui fait que il y a des jours, non, on n'y arrive pas en fait. Et rien que ça, déjà, c'est le mieux-être, c'est garder à l'esprit, encore une fois, que dans notre acceptation de la volonté, de notre volonté, c'est pouvoir
d'être ok, ben ça va pas, ok, je suis ronchon, ok, je suis pas bien, mais c'est pas forcément une cause à une raison extérieure, ni même intérieure, ça peut être juste un état de fait. On le sait, et là c'est organique, que les femmes peuvent être plus émotionnelles que les hommes, en fonction de certaines périodes du mois, de leur cycle, etc. Et en effet, c'est une réalité. Il peut y avoir des phases émotionnelles sur lesquelles on n'a pas toute l'ampleur d'action. Non. Et c'est accepter que ça n'empêche pas que le lendemain, on peut avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie, beaucoup d'envie de partage, et le surlendemain, avoir envie de se mettre en PLS au fond du lit et attendre que la situation se passe. Et encore une fois, il peut y avoir des situations ou des vécus extérieurs qui vont avoir une incidence. Ça ne va pas faire de nous de mauvaises personnes si on se met en colère, ça ne va pas faire de nous de mauvaises personnes si on est agacé par rapport à telle situation relationnelle au travail, à la maison, en faisant les courses. C'est aussi, comme tu disais, c'est humain. Je rappelle, on n'est pas l'encéphalogramme plat de la grenouille. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est très juste, et c'est vrai que la culpabilité dans nos sociétés occidentales, elle est énorme, et elle est dans tous les domaines. Et c'est ce qui nous fait vraiment bugger la plupart du temps. Le fait de reconnaître, comme tu disais, que voilà, aujourd'hui, je vais aller sous la couette parce que ça va pas, rien que ça, le fait de le voir, de l'observer et de reconnaître que ça va pas, je vais sous la couette, c'est être mieux déjà, parce que c'est s'accepter et c'est prendre soin de soi. Donc rien que ça déjà, c'est une définition du bien-être, du mieux-être en tout cas. Le fait de s'apercevoir que ok, c'est pas cool, c'est comme ça, aujourd'hui j'ai crié sur mon gamin parce qu'il faisait n'importe quoi, ok, je le vois, j'en prends conscience, rien que ça déjà c'est libérateur, rien que ça. Donc c'est aussi une forme de mieux-être, de toute façon. Et l'idée aussi derrière, c'est à partir du moment où on en prend conscience, c'est d'accepter dans la démarche de modifier. Non pas quelque chose qui aura été fait, mais pouvoir modifier les effets, les dommages collatéraux que mon action a pu générer. C'est ça. Et prendre conscience aussi que quand c'est ponctuel, ok, c'est ponctuel, ça peut arriver, c'est humain encore une fois. Travailler sur un schéma répétitif d'un comportement, quel qu'il soit, c'est vraiment observer que ce schéma se répète en fait en permanence, c'est vraiment prendre conscience de cette répétition. Et à partir de là, effectivement, on peut travailler sur ce qu'on disait tout à l'heure, une problématique quelconque. C'est le fait de faire preuve de discernement, d'observer que dans telle situation, je fais toujours la même chose et que cette même chose, ça m'handicape en fait. Ça me fait du mal, ça me blesse, ça va pas, ça m'empêche d'avancer. C'est à partir de là, effectivement, qu'on peut intervenir de façon énergétique. De toute façon, toute démarche thérapeutique a cette globalité-là. Ce mot n'existe pas. En globalité. Non, j'invente des mots au fur et à mesure. Moi, je le trouve très joli ce mot, en globalité. En globalité, on va le garder. On va le garder. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on va le garder. Aujourd'hui, tout le monde peut créer ses propres mots, donc on ne sait pas ce qu'on va en faire. Le consentement, c'est hyper important dans ce qu'on fait aussi. Le consentement dans le sens où, il peut arriver que des parents téléphonent ou viennent pour des enfants, mais quand les enfants sont adolescents ou pré-adolescents, ils sont assez grands pour savoir s'ils ont besoin qu'on les accompagne ou pas. Donc là aussi, c'est si je m'adresse aux parents de jeunes enfants, ados, pré-ados, si vous avez des enfants qui ne vont pas bien, avant de prendre un rendez-vous avec un thérapeute, quel qu'il soit, voir avec lui ou avec elle si c'est vraiment de sa volonté. Parce qu'en tant que parent, effectivement, on veut tellement que nos enfants aillent mieux qu'on peut prendre des rendez-vous comme ça, à droite, à gauche, mais si l'enfant n'est pas en accord avec ça, ça ne marchera pas en fait. Il y a cette idée de consentement, de volonté, de vouloir aller mieux, qui fait déjà une grosse partie du travail. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais on aime bien les parenthèses aujourd'hui. Mais ce que tu dis, c'est aussi la disharmonie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interférer sur la disharmonie de quelqu'un. Tout à fait. Même si c'est un enfant, même si c'est un parent, même si c'est un très bon ami, même un animal de compagnie, s'il n'y a pas la volonté, et encore une fois ce mot volonté il a toute son importance pour le coup, et s'il n'y a pas la volonté du consentement de la personne concernée, la réharmonisation
va rester toujours en surface. Voilà, c'est peine perdue. On n'arrivera pas à faire ce qu'on pourrait faire avec un travail où la personne est OK avec ça. Pour les animaux, effectivement, je travaille aussi avec les animaux en énergétique, même en EFT d'ailleurs. Les animaux, pour obtenir le consentement de l'animal en tant que compagnon de l'animal, c'est compliqué, parce qu'effectivement, on va lui dire tu veux être accompagné, on n'aura pas une réponse, mais on peut le sentir. On peut sentir quand même en soi, surtout si on partage la vie de cet animal depuis longtemps, si on a vraiment une belle fusion, on peut savoir si l'animal a envie d'être accompagné. Mais par rapport aux animaux, de toute façon, quand on accompagne les animaux, on le sent nous, si l'animal a envie d'être accompagné ou pas, parce qu'il va nous tourner le dos. S'il nous tourne le dos, il n'y a rien à faire en fait. Et il faut accepter ça aussi de la part de l'animal. Il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux en fin de vie, qui ne veulent pas lâcher. Mais l'animal, lui, il a envie de partir. Donc si la moindre intervention qu'on va faire, de toute façon, si l'animal a décidé de partir, ça ne servira à rien, parce que de toute façon, il va nous le dire. Il va tourner le dos. Donc ça fait partie aussi du consentement. Il y a des consentements comme ça qui ne sont pas faciles. Dans toutes ces pratiques, donc tu nous as parlé de EFT, tu nous as parlé de pratiques énergétiques. Difficile d'expliquer du non-visible, difficile d'expliquer de l'invisible et du perceptible. Pourtant, pour les praticiens qui ont développé cette sensorialité-là, qui peuvent ressentir ces univers-là et ces différents corps, pour toi, ton approche quand tu parles de non-visible, ça serait quoi? Alors, c'est une vaste question, ça serait quoi? Alors, tu as dit, pour parler de choses très concrètes, effectivement, ça se ressent déjà donc, à l'intérieur de notre propre corps, hein. Ça se ressent au niveau des mains, effectivement, au niveau des chakras des mains. Qu'est-ce que c'est que l'invisible? C'est dur à expliquer. Moi, je vais revenir à ce que j'ai dit au début, c'est vraiment un ressenti. C'est quelque chose que l'on ressent dans le corps, ce sont des informations, puisque c'est ça, l'énergie, elle est chargée d'informations. On n'est pas fait que d'os, de chair, de tout ce qu'on a au niveau du corps que l'on voit et que l'on peut tâter. On est fait aussi de beaucoup d'énergie, et cette énergie transporte beaucoup d'informations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, si on peut encore faire la dichotomie. Voilà, et c'est de ça dont il s'agit. Quand on travaille en énergétique, moi par exemple, je travaille, alors on peut affilier ça avec du Reiki, mais moi je préfère dire soin énergétique parce que j'y ai mis beaucoup de ce que je suis dedans, j'ai enlevé des choses. Au fil des années, au fil des pratiques avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, je me suis fait ma propre expérience. Donc, du coup, je travaille effectivement à la base comme le Reiki. Au départ sans toucher, hein. Ce sont des mouvements de main comme ça, on fait un peu une sorte de scanner du corps énergétique et à certains endroits au niveau des chakras, mais pas forcément qu'au niveau des chakras, effectivement on peut ressentir des choses qui nous disent que là non ça va pas en fait. Alors comment on le ressent, pour répondre à ta question, ça se ressent de manière différente suivant les personnes. Moi je ressens de la chaleur, beaucoup de chaleur, on peut ressentir aussi des picotements, mais il peut arriver aussi un vide énergétique, c'est-à-dire qu'on ressent rien du tout et on peut ressentir à contrario du froid. Là aussi ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait vraiment quand on fait des soins énergétiques, en tout cas pour moi, c'est oublier la personne Catherine Wirtz, elle est plus là. Ce qui est là par contre c'est un corps qui est en ressenti avec le corps qu'il a ici, sur la table, d'accord? C'est juste ça. C'est être dans le moment présent et c'est ça la priorité pour moi. Évidemment, si dans ma tête je vais faire la liste des courses, je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, je ne peux pas ressentir correctement ce qui se présente à moi. Donc c'est ça, hein. Au départ, c'est ça, c'est oublier qui on est, le personnage que l'on joue, pour être là vraiment dans le moment présent avec la personne que l'on accompagne. Et c'est là qu'on aura les meilleurs ressentis au niveau énergétique, au niveau du corps. Après, dans mon cas encore, je parle, voilà, dans mon cas, j'ai aussi, une fois que je suis bien dans le parti avec la personne, je peux aussi avoir des images qui me viennent, je peux aussi avoir des mots, des phrases, etc., qui viennent aussi compléter ce travail. Mais c'est aussi de l'énergétique de toute façon, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est interdépendant. L'information étant énergétique, elle va se traduire de différentes façons en fonction de ce qu'on est en capacité de recevoir. Le médium que l'on a bien développé, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Mais j'ai envie juste de dire là, une chose, c'est qu'on peut tous le faire. Mais si on veut le faire, il faut juste avoir envie de le faire, en fait.
Si on n'est pas intéressé par ça, ben on n'aura rien, c'est normal, c'est logique. C'est encore une fois une question de volonté et d'intention, parce que je veux donner comme direction à ma vie. Ben moi j'aime beaucoup ça, donc je vais aller chercher dans tout ce qui est tradition énergétique, chinoise, tibétaine, tout ce qu'on veut, etc., indienne, voilà. C'est de ça dont il s'agit en fait. On revient à l'idée de départ, c'est être dans sa verticalité, et à un moment donné de son expérience d'être humain, se poser et se dire, mais qu'est-ce que je veux faire, moi, ici, en tant que Catherine, et qu'est-ce que je veux faire? Mais moi, ce qui me plaît, c'est ça, 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 ça. Il faut savoir que les informations qui sont les plus pertinentes et qui sont justes sont celles qui arrivent comme des flashs, en fait. Ce sont celles qui arrivent d'un seul coup sans que le mental s'en mêle. Parce que ça aussi, c'est un travail difficile de faire taire son mental. Donc l'intuition qui va prendre le dessus, c'est elle qui a raison, en fait, c'est ça qui vient du cœur. Donc tout se passe là, et pour faire le lien donc avec tout ce qui est Tai Chi, Qigong, tout se passe dans le dantian inférieur, donc dans le ventre. Et si l'énergie, le puits énergétique est ici, si on travaille avec son dantian, c'est là où on fera les plus belles choses en fait. Voilà. Je suis complètement d'accord avec tes propos. On va juste revenir sur le fait que oui, tous les êtres vivants sur Terre et même ailleurs, et il y en a même ailleurs, sont des canaux, sont médiums, et que ce n'est pas une spécificité mise en marge de la population. C'est que tout être vivant a ses capacités. Et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller toquer à la porte, sauf si on le souhaite, d'une personne qui ne fait que pratiquer la médiumnité ou la voyance, que chacun a cette possibilité dans sa volonté d'alignement et dans la volonté de la personne que l'on souhaite être. Tout à fait. De pouvoir aller connecter. Bien sûr, ça demande de le travailler, ça demande d'y prêter beaucoup de temps, beaucoup d'attention, des exercices quotidiens. C'est une vraie gymnastique. C'est un véritable travail sur soi, oui, complètement. Moi, l'exemple que j'ai toujours donné en consulte, c'est quand on veut faire du sport, on sait ce que l'on veut faire et comment est-ce qu'on veut le faire, et on estime un petit peu près normal que pour avoir des abdos et des fessiers en béton, on doit faire tant d'exercices. Mais pour les pratiques énergétiques, médiumniques, ça va demander le même procédé, la même rigueur, parce que la rigueur c'est important aussi. Et ça va pas je suis complètement d'accord, oui, tout à fait. La rigueur, c'est très important, la persévérance, la rigueur. Et aussi, il faut accepter le doute en fait. Parce que dans ce genre de pratique, effectivement, on est complètement remise en question en permanence. Parce qu'une chose va marcher avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis paf, un jour c'est boum, et ben là il n'y a rien qui fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis nulle, etc., etc. Donc il y a tout ce travail derrière de confiance en soi, déjà. De confiance en soi. Et la confiance en soi, ça s'acquiert exactement comme ça aussi, par la persévérance et par des petits objectifs que l'on atteint. Et plus on va en atteindre, et puis on va faire gonfler cette confiance en soi en fait. Sans forcément trop la faire gonfler non plus. Là on part dans d'autres... oui, je parle pas on n'est pas dans l'ego, je suis pas là-dedans, hein. Effectivement, tout à fait. Tu fais bien de le dire, parce qu'on pourrait faire, oui, tout à fait. Trop de confiance, l'amalgame, oui. Trop de confiance va finalement tuer la confiance présente, parce que trop de confiance, finalement, on a l'impression d'être capable de tout. Voilà, tout à fait. Et non, nous ne sommes pas omniscients, heureusement, nous ne sommes pas omnipotents. Et c'est l'importance aussi de ces interactions les uns avec les autres qui va faire qu'on va essayer le plus possible de résoudre des problématiques. Tout à fait. Et c'est quand même à garder à l'esprit que rigueur, volonté, alignement, confiance, sans partir de l'autre côté. Donc c'est important aussi d'être bien entouré. Tout à fait, d'être bien entouré, et j'ai envie de dire, oui, tout à fait ça. Donc l'ancrage, exactement, l'ancrage, que ce soit son propre ancrage ou l'ancrage des gens autour, hein, effectivement, d'être bien installé dans sa vie. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça ne devait pas être intéressant non plus. C'était très intéressant. Non, je voulais revenir sur l'idée de la confiance en soi. Oui, c'était l'idée d'avoir confiance en soi, dans qui l'on est en fait, et pas
on n'est pas versus égaux, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment la confiance en soi dans qui on est et de savoir que ce que l'on fait est juste parce que c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous correspond, et juste aussi pour l'autre, dans le respect de l'autre, et savoir aussi reconnaître ses limites. C'est ça aussi la confiance en soi. Être en capacité de dire à une personne, mais non, mais là, moi, j'ai fait ce que je pouvais, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps pour un animal justement, et j'ai honnêtement dit au téléphone à la personne que moi j'avais fait ce que je pouvais et je l'ai envoyé vers une personne qui fait différemment, voilà. Et donc voilà, elle s'est rendue auprès de cette personne. Mais voilà, il faut être en capacité aussi de voir ses propres limites, de se dire, et c'est pas parce qu'on va voir ses propres limites qu'on est nul en fait. C'est surtout ça qu'il faut. Voilà, ce sont deux choses différentes. C'est vrai, c'est vrai. La limite n'est pas synonyme d'échec. Exactement, c'est ça. La limite, c'est dans ce que je sais, là, dans cet instant précis, Voilà. Aujourd'hui, dans ce que je sais, dans ce que j'ai appris, dans ce que j'ai développé, je n'ai pas la possibilité d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire que dans 10, 20 ans, Tout à fait. je n'aurai pas la possibilité, si je mets en place la volonté et la rigueur d'aller plus loin. Je peux juste m'asseoir sur je sais faire, je ne vais pas plus loin et c'est bon. Et c'est ça qui est aussi à garder à l'esprit. Tout à fait. Dans toute pratique thérapeutique et dans toute pratique en règle générale. Tout court, parce que même quand on est artisan, il faut connaître aussi ses limites. Parce que quand on a un client qui va nous demander de faire telle chose avec tel bois, si on sait qu'on ne peut pas le faire, voilà, il faut être honnête avec soi-même en fait, c'est ça. C'est l'idée d'être honnête vraiment avec soi-même et du coup d'être honnête avec l'autre. Et laisser libre cours à la créativité. Exactement. Aussi, pour pouvoir se faire suffisamment confiance pour laisser libre cours à la créativité et être honnête avec sa propre limite dans l'instant, dans le ici et maintenant. Tout à fait, exactement. Voilà, c'est bien dit. C'est bien résumé. Pour revenir à toi, tu pratiques d'autres accompagnements? Alors, donc je pratique donc les soins énergétiques, l'EFT, donc je fais aussi ce qu'on appelle la communication profonde accompagnée. Alors là, on va peut-être le détailler. Parce que alors la communication profonde accompagnée, qu'on appelle CPA, a été créée dans les années 70 en Australie. C'était pour au départ entrer en communication avec les personnes privées de parole, donc les handicaps mentaux, les accidents cérébraux, etc. Donc ça permettait de rentrer en relation avec ces personnes avec un ordinateur. La personne écrivait donc sur l'ordinateur ce qu'elle avait besoin de dire à son entourage et voilà, et on retransmettait à l'entourage ce qui était écrit par la personne. Cette méthode est arrivée en France dans les années 90 et la personne qui l'a ramenée en France était une orthophoniste dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et cette personne s'est dit un jour, mais si on met cette méthode au profit de personnes privées de parole, pourquoi ne pas essayer de la mettre au profit de personnes valides, voilà, qui ont tous les moyens, qui ont tous leurs moyens pour parler. Et du coup, c'est devenu ce qu'on appelle la communication profonde accompagnée. Et dans ce cas, il s'agit d'une communication de cœur à cœur entre le médiateur et donc l'accompagné, donc l'accompagnant et l'accompagné. Ça se passe comment? Alors ça se passe au moyen d'un ordinateur. Les deux personnes s'installent côte à côte. Au départ, avant de commencer, on voit donc la problématique qu'il y a à traiter, ou pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir une problématique, on peut aussi avoir demander où on en est actuellement dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer, pas qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est pas de la voyance, mais où j'en suis, ouais, c'est ça, où j'en suis dans ma vie, voilà, où j'en suis dans ma vie actuellement. Ça peut être aussi émotionnellement, voilà, j'ai telle problématique avec un de mes enfants, ou j'ai telle problématique, je rencontre toujours des mauvaises personnes, voilà. Qu'est-ce que c'est qui fait, qui bloque, voilà, qui me bloque et qui m'empêche d'avancer dans ce domaine-là. On va donc travailler sur cette question-là. On va se mettre en silence et on va, par l'intermédiaire donc de la communication de cœur à cœur, je vais prendre la main de la personne, saisir voilà, son doigt, voilà. La personne va être en relaxation, on va toutes les deux fermer les yeux, et puis moi je vais devoir ouvrir les yeux puisque je vais en avoir besoin, et diriger, voilà. La personne va me parler, je vais recevoir, un peu comme si je lisais dans un livre, tout ce que la personne me dit, et je vais pouvoir l'écrire, voilà.
sur l'écran. C'est vraiment entrer en contact, non plus avec le mental. Alors là, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a complètement déconnecté avec le mental, on n'est même pas en train d'écrire une histoire, on est en connexion, cœur à cœur, et la personne va me délivrer ce qu'elle a envie de me délivrer, parce que là encore, c'est pareil, je ne peux pas violer en fait ce que la personne n'a pas envie de dire. Hein. La personne ne va dire que ce dont elle a envie de parler et qui va correspondre à la problématique de départ. Donc voilà. Donc on va avoir un texte plus ou moins long, ça va dépendre si la personne a envie de parler ou pas parler. Et voilà. Et donc ça va être en fait, si vous voulez, on va former le temps de la séance un troisième cerveau qui va relier donc les capacités intuitives et les capacités mentales de la personne accompagnée. On va faire un troisième cerveau et ce troisième cerveau va nous délivrer ce qu'il a à dire sur la personne. La personne va ne recevoir que ce dont elle a besoin le jour où elle est là. Hein. Il ne va pas y avoir 36 000 choses, c'est juste un texte qui va poser les choses. Au départ, ça va vraiment faire un constat de la situation et après, il y a ou pas. Ça, c'est pareil, on laisse libre cours à l'univers. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ou pas des réponses, des solutions, mais en tout cas, il y a toujours un cheminement. C'est clair. Voilà. Je ne sais pas si c'était bien clair. Si, c'est très clair. Moi, j'ai juste une complémentarité, peut-être au niveau des questions. C'est qu'est-ce qui parle, en fait? Est-ce que c'est l'inconscient de la personne qui est sous onde alpha? Elle est en mode alpha, tout simplement. Exactement. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas de l'hypnose. Non, c'est pas du tout de l'hypnose, c'est pas de la magie. C'est pas de la prestidigitation. Non, on n'est pas dans ça. Voilà, il y a ce côté qui parle, qui communique. Est-ce que c'est la personne qui se relie à sa conscience? Est-ce que c'est l'inconscient de la personne? Est-ce que c'est l'inconscient collectif, comme tu l'as appelé, le troisième cerveau du moment, l'inconscient collectif des personnes présentes dans le lieu qui vont faire apporter ce descriptif, qui vont aller chercher les éléments de ce descriptif, ou est-ce que on ne sait pas? Mais moi j'ai envie de dire que c'est un peu de tout ça en fait. On appelle ça une communication de cœur à cœur, mais on pourrait dire aussi une communication d'âme à âme, tout simplement. Donc effectivement, quand il y a notamment ce dont on parlait tout à l'heure, les problématiques transgénérationnelles, effectivement là on va aller dans l'inconscient, on va aller dans l'arbre généalogique en fait. On va, par l'intermédiaire de la personne, ramener tout ce qui est dans l'arbre, toutes les blessures qui sont dans l'arbre généalogique et qui empêchent la personne d'avancer. Après, ça peut être aussi effectivement, l'inconscient collectif, ça peut être aussi l'univers qui est là et qui nous envoie des messages et qui va soutenir. Alors après, ça va dépendre des croyances de chacun, effectivement, mais voilà, on va laisser la place à l'inconscient, l'âme et puis autre chose. Et est-ce qu'il y a des problématiques le plus soulevées, grosse majorité dans les accompagnements thérapeutiques, il y a des problématiques assez communes qui sont l'argent, les relations sentimentales, les relations familiales, le travail, les grandes thématiques un petit peu creusées et qui font le bonheur souvent des thématiques d'astrologie dans les magazines. Ceci dit, l'astrologie est très intéressante quand on la fait, quand on l'utilise avec discernement et profondeur. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est juste une parenthèse. Voilà. Et je conseillerais d'ailleurs un site, si je peux me permettre. Vas-y. Voilà. Une personne qui est très intéressante, qui est absolument fabuleuse d'un point de vue de l'astrologie. Elle s'appelle Nikia Vance. Elle a une chaîne sur YouTube. Si vous voulez vraiment faire de la belle astrologie, voilà. Je mettrai tous les liens en bas en description, comme à chaque fois sous la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je rencontre le plus? Alors, la base de tout, c'est quoi en fait? La plupart du temps, c'est les traumatismes d'enfants. Les traumatismes dans l'enfance qui jouent sur l'estime de soi, la confiance en soi, et donc après, qui font des adultes un peu perturbés dans la vie, qui n'arrivent pas à avancer. Donc ça, c'est ce que je rencontre beaucoup. Je rencontre aussi beaucoup de problématiques. Alors, c'est peut-être dû aussi à ce que j'ai fait par ailleurs, mais de personnes victimes de violences, maltraitées. Voilà, ça oui. Beaucoup de burn-out aussi, oui, donc c'est encore en lien avec le travail. Des personnes qui ne sont pas bien sur leur chemin, ou qui ont été bien pendant un temps, mais là maintenant c'est le moment de lâcher ce chemin-là parce qu'il ne correspond plus à la personne que l'on est devenu. Il y a ça aussi, il y a beaucoup, voilà. Et il y a des personnes aussi qui n'ont pas de problématiques particulières, mais qui veulent savoir où elles en sont sur leur chemin et qui ont besoin, voilà, peut-être d'un peu plus de certitude dans leur choix, peut-être être validées.
Voilà, parce qu'il y a un petit peu de manque de confiance en soi qui fait que bon, on veut bien le faire, mais est-ce que je vais réussir? Donc est-ce que j'ai tous les atouts? Est-ce que voilà, aller chercher les talents et les compétences à l'intérieur. Donc c'est aussi une validation de qui je suis. Voilà. Donc c'est vrai que il y a un panel assez large, mais on retrouve voilà beaucoup ce genre de problématiques avec des enfances très lourdes, difficiles, qui donc se répercute dans la vie d'adulte, parce qu'en fait, tant que la blessure principale initiale n'est pas traitée, effectivement, il y a des répétitions. C'est comme un volcan en fait. Il y a le volcan au début, avec l'éruption, la grosse blessure qui est dans l'enfance et qui va voilà, faire une faille énorme, et après il y a des répétitions pour dire bon mais là stop, il faut arrêter parce que ça se répète beaucoup trop, et à un moment donné il faut aller regarder à l'intérieur. Donc voilà, il s'agit aussi de beaucoup de ce genre de problématiques que les blessures fondamentales de l'enfance, voilà. Et également les blessures transgénérationnelles qui n'auront pas été résolues, voilà. Et qui finalement génèrent les blessures, comme tu parlais de burn-out. Malheureusement, de plus en plus de personnes dans notre société sont dans cet état de souffrance extrême, et que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan familial, ou même sentimental, ou même social, tout simplement. Hein. Des fois, ça peut être difficile d'aller vers l'extérieur. C'est garder à l'esprit que toutes ces blessures-là, elles ont une origine, et que dans tes pratiques, tu essaies d'accompagner à résoudre ces origines, et à réconcilier un petit peu, réharmoniser la personne et son être. Et surtout, j'ai envie de dire, voir qu'on est tous des belles personnes en fait. Et que même si on vient tous du même endroit, on est tous uniques dans notre singularité. Donc ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a tous des qualités que l'on peut exploiter, et que les qualités que tu as ne sont pas forcément les miennes, et que moi j'en ai d'autres, et que je ne peux pas me comparer forcément à la voisine, parce que ça ne marchera pas, parce que je ne suis pas pareil. Je suis unique dans mon individualité, dans mon singularité. Pour en revenir au public que je rencontre aussi, j'ai toute une partie aussi de personnes qui ont beaucoup cheminé d'un point de vue spirituel, qui ont beaucoup avancé et qui viennent me voir voilà, pour discuter, pour échanger et pour partager. Pour qu'on partage ensemble des prises de conscience, voilà, des découvertes, et c'est très intéressant. Comme on vient de le faire, voilà. Exactement. Ça reste un partage de voilà, prise de conscience, très agréable, sans côté professionnalisant, non, institutionnel. Dire que moi je sais, pas toi, non, voilà, non, on n'est pas là-dedans, mais on est dans cette idée-là aussi de cheminer, de partager, voilà, de partager dans ensemble. La transmission. C'est aussi l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est le partage dans la transmission. Ouais. Ce n'est pas l'idée de dire nous avons la solution absolue, et non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Non, moi souvent je dis aux personnes que je reçois, je leur explique ce que je fais, parce que bien souvent, alors je travaille beaucoup avec du bouche à oreille, donc les personnes que je reçois me disent voilà, c'est telle personne qui m'a dit, voilà, non. Est-ce que vous savez ce que je fais? Non, donc j'explique, et je leur dis toujours mais attention, ça peut ne pas vous convenir. Il faut faire preuve là aussi de discernement, et vous ne prenez que ce qui fonctionne pour vous. J'ai pas la science infuse, hein, loin de là, parce que sinon je ne serais pas là, je pense. Mais voilà, donc voilà, l'idée elle est là, l'idée elle est que moi je vous reçois, j'accueille, j'accompagne, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, ok. C'est que je ne correspond pas, ou la méthode ne correspond pas. C'est ça aussi voilà, c'est ça aussi, il faut faire preuve de discernement par rapport à ce point de vue-là. Voilà. C'est comme quand on va voir un psychologue, hein, si ça ne marche pas, à un moment donné, c'est stop, il faut arrêter, il faut changer. Ou c'est la personne, ou c'est la méthode qui ne fonctionne pas. Ben là, c'est pareil. Hein. On est dans le même cas de figure. Chacun sa vibration. Voilà. Et si les deux vibrations ne matchent pas, on pourra faire tout ce qu'on veut. C'est comme une relation. Hein. Si on peut faire tout ce qu'on veut, le temps dans tous les sens, se dire oui mais, ben non, il n'y a pas de oui mais, c'est qu'à un moment donné c'est plus possible, parce que soit on dépense de l'énergie individuelle et possiblement financière dans des séances thérapeutiques, tout à fait, mais là, je suis ou de l'énergie émotionnelle dans une relation, soit on dépense de l'énergie dans un puits sans fond, soit à un moment donné on dit bon, là il n'y a rien qui se résout, il n'y a rien qui s'ouvre, peut-être que je dois faire un pas de côté et voir une autre approche. Tout à fait. Et là, j'ai envie de dire que c'est des deux côtés. C'est le côté de la personne qui est accompagnée, mais c'est aussi le côté de l'accompagnant. Et très souvent, l'accompagnant a plus la nécessité de faire ce pas de côté, parce que l'accompagné, finalement, il va suivre
Oui, mais alors là, tu vois, ce qui me gêne dans ça, c'est que là, on va établir une relation d'attachement qui est... D'attachement et domination. Domination qui n'est pas bonne du tout. Donc là, à partir de là, fuyez. Parce que si le thérapeute a pas... Enfin, j'aime pas trop ce mot parce que thérapeute, à la base, c'est vraiment un psy. Non, mais thérapeute, c'est un médecin. Un thérapeute, c'est un médecin. Oui, exactement. Donc nous sommes des praticiens thérapeutiques, voilà. Mais nous ne sommes pas des thérapeutes. médecins. Voilà, nous ne sommes pas des soignants. Le soignant, c'est le médecin. Non, ça, c'est important je suis complètement d'accord. Oui, à garder et à caler. Mais voilà, si vous voyez qu'au bout de, je ne sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais de 15 séances, alors chez moi ça je ne fais pas, hein, mais 15 séances, vous êtes toujours, voilà, vous êtes toujours au même point, il y a un truc qui ne va pas. Si la personne en face continue à vous dire revenez, revenez, non, mais là à un moment donné, faut partir. C'est que c'est pas honnête. Ou alors la démarche est autre, la démarche du patient et du praticien est autre. Ah bah, après, ça c'est chacun. Voilà. Ça va être différent. Mais dans les démarches thérapeutiques énergétiques, en effet, l'objectif n'est pas de faire un CDI dans l'accompagnement. C'est très joli ça. C'est très joli. L'objectif, c'est reste du CDD court. Mais même, je dirais, très court. Et de mutualiser peut-être avec d'autres praticiens de confiance. Exactement. Pour dire, ben voilà, là, c'est pas dans mon domaine de compétence. Allez voir telle personne, tout à fait. Et puis, encore une fois, s'il s'agit d'une problématique de santé, prendre conseil auprès de son médecin et de son pharmacien, ou son kiné. Après, voilà, exactement, tout à fait. Après, par rapport à la santé, des douleurs qu'on pourrait avoir, voilà, qui reviennent régulièrement, effectivement, l'énergétique va pouvoir apaiser, mais elle ne va pas guérir. Elle ne va pas résoudre, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais par contre, effectivement, ça peut apaiser. En complément, voilà, c'est-à-dire garder à l'esprit que ces pratiques sont utiles et avérées dans une complémentarité tout à fait. Avec d'autres pratiques. Et en effet, comme tu l'as dit, l'énergétique ne va pas résoudre, elle peut complémenter. Exactement. Et là, on arrive. Et là, tu touches un problème qui est qu'on est tombé dans l'excès à un moment donné quand toutes les méthodes alternatives se sont développées. On a cru que la médecine traditionnelle, l'allopathie, c'était du caca. Mais non, en fait. Et c'est là où elle est l'erreur. C'est que tout est en complément, tout se soutient. On ne peut pas dire non, je vais tout jeter et aller que dans un domaine. C'est que du complément. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Parce que sinon, on continue à rejeter l'unité, on continue à tout séparer. Et là, ça ne va pas. En effet. Voilà, et ça, c'est très important de le préciser. En effet, finalement, c'est jouer dans un rôle inverse que ce que l'on veut apporter. Exactement. C'est dans un rôle plus involutif que de séparer, alors que l'objectif est de ramener quelque chose. Voilà. Et encore une fois, c'est ça, c'est les accès. Donc voilà, il faut faire preuve de discernement. Moi, j'ai pas d'autres mots à dire. Faire preuve de discernement dans tout ça. C'est avec discernement que l'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Oui, merci. Merci infiniment, Cathy, de cet échange philosophique, théologique et pratico-pratique. Eh bien, super. Dans un cadre très confortable et très agréable, dans ce petit chalet en bois où tu reçois les personnes qui viennent te voir. Donc, encore une fois, je mets tous les liens de description sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler la vidéo. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cathy. Merci à tous. À très vite. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Parce que comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une chaîne monétisée. Et que ces vidéos existent justement parce que vous les partagez. Sinon, l'algorithme YouTube les blacklist parce qu'elles paraissent insignifiantes. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter en faisant un petit commentaire sympathique ou une petite question à Cathy qui, si elle le peut, y répondra. Tout à fait. Et voilà. Avec plaisir même. Merci. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.